Une fois encore, merci de nous suivre sur Guinée News. Nous sommes aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. Nous nous entretenons avec le numéro 1 de ce département. C'est un médecin de formation et il a été le président de la coordination de la Guinée forestière. Aujourd'hui, il se trouve à la tête du département des Affaires étrangères. Donc c'est avec, bien entendu, le chef de la diplomatie guinéenne que nous allons nous entretenir sur plusieurs sujets. Vous avez compris, nous sommes avec Dr Edouard Niakoy-Lama, qui est le ministre des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans vos locaux. Merci. Monsieur le ministre, cela fait près de 2 ans que vous êtes à la tête de ce département stratégique. Depuis que vous êtes là, qu'est-ce qui a changé? Merci, c'est une excellente question. Effectivement, en janvier 2010, j'ai pris service à la tête de ce département. Le constat est vraiment amer. Il y avait un laisser-aller total, mais vous comprendrez naturellement qu'avec les régimes qui sont suivis successivement, régime militaire, après coup d'État, la transition, vous comprendrez aisément que vous pouvez avoir qu'un laisser-aller. J'ai trouvé qu'il y avait des habitudes qui n'étaient pas du tout compatibles avec la morale et avec également même la loi, je dirais. Les gens étaient mutés n'importe comment. Et pareil, il suffisait de glisser un peu de sous à quelqu'un pour recevoir une affectation à Londres, à New York, à Washington, à Paris, etc. Effectivement, j'ai trouvé cela ici. C'est répercuté par un effectif extrêmement pléthorique. Et lorsque il y a eu le gouvernement de Jean-Marie Doré, il était même obligé d'annuler beaucoup d'arrêtés, je crois, qui portaient sur quelques 360 personnes. C'est dire qu'il y avait une sainte pagaille. Ensuite, beaucoup d'agréments. J'ai trouvé qu'il y avait pour notre pays 100 consulats honoraires. Et j'ai appris que les agréments étaient livrés à celui qui payait le mieux. Parfois, on apprenait qu'il y avait une affaire de 50 000 $ qu'il fallait payer pour avoir un agrément pour être consul honoraire. Alors, donc, quand nous avons pris service, j'ai fait le point de la situation, connaître le nombre de consuls honoraires. Je vous dis, il y avait 98, c'est-à-dire pratiquement 100. Et les bruits qui couraient disaient qu'on attribuait ou on offrait les agréments quand quelqu'un payait les 50 000 $. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis parvenu à mettre fin à cela. Et les consuls honoraires qui sont maintenant agréés, c'est au vu de leur CV et avec l'accord de notre représentant dans le pays d'accréditation. C'est-à-dire ici, il y a un consul honoraire qui doit aller, par exemple, à Paris, je prends cet exemple, eh bien, le dossier est fait, sans rien payer, le dossier est fait et est envoyé à notre ambassadeur qui est à Paris, qui doit vérifier la moralité de tout cela. Et lorsque nous avons maintenant le feu vert de notre ambassadeur, c'est seulement en ce moment qu'on peut livrer l'agrément. Donc on a causé ce point de vue. Par rapport aux effectifs pléthoriques aussi, et le président même en est très très conscient, c'était une préoccupation du président de la République. Je me souviens lorsque nous sommes revenus une fois d'une sortie que nous avons amenée à Istanbul, au Palais du Peuple, il a dit qu'il donne instruction à son ministre des Affaires étrangères de corriger cela puisqu'il y avait un nombre pléthorique de personnels diplomatiques. Ce travail a été fait, effectivement. Nous avons pointé, nous avons trouvé qu'il y avait 309 personnels diplomatiques, ce qui est extrêmement trop, ce qui est beaucoup. Et nous avons fait le travail, nous avons réduit, nous avons vu vraiment au sein de la réduction, et nous avons retenu environ quelques 160 personnels, et contre 153 ou 159 qui sont rappelés. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes sur ce travail et nous avons calculé le coût pour rapatrier tout ce monde-là, ce qui nous fait quelques 22 milliards de nos francs. Guinea is back, c'est le slogan du président de la République pour dire que la Guinée est de retour sur la scène internationale. Vous, quelles sont vos recettes pour que la Guinée soit réellement de retour sur la scène internationale? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les actions que vous menez sur le terrain afin que la Guinée soit présente sur la scène internationale? Et ça commence par la représentation qui doit être tout à fait valable. Je vous disais qu'avec un nombre pléthorique de personnel diplomatique, ce n'était pas du personnel qualifié,
et ce n'était pas du personnel de très bonne moralité aussi, il faut le dire, puisqu'ils payaient de l'argent pour se retrouver dans les ambassades. Alors cela ne pouvait pas donner une belle image de ce pays. Il faut commencer d'abord par la qualification du personnel. Donc nous sommes en train de corriger. Ensuite, nous avons répondu favorablement à l'appel international, en ce sens que quand nous avons pris service, il y avait beaucoup d'ambassades, beaucoup de nos ambassades, ou même toutes nos ambassades, qui n'avaient pas de salaire qui couvrait au moins 2, 3, 4 trimestres. Et les loyers aussi n'étaient pas payés, c'est-à-dire la résidence comme la chancellerie n'était pas payée. Alors ça ne peut pas donner une belle image du pays. Donc il faut, si on dit que la Guinée is back, il faut avoir la crédibilité. Et la seule manière d'avoir la crédibilité, c'est d'avoir du personnel qualifié et pouvoir s'acquitter de ses obligations. Quand nous avons pris service, il y avait énormément de cotisations en arriéré à payer. Nous sommes attelés à payer d'abord les charges de nos ambassades pour avoir une crédibilité, puisque avant notre arrivée, avant qu'on prenne tout cela en charge, eh bien beaucoup de nos ambassadeurs étaient menacés d'être vidés de leur logement, puisque c'était des maisons à louer et quand on ne paye pas, on te met dehors. Donc, nous avons corrigé cette situation. Ensuite, nous sommes allés vers les autres pays pour avoir une grande ouverture et nous avons montré qu'effectivement que la Guinée est maintenant présente, ce qui nous a valu sur l'arène internationale beaucoup de crédibilité. Vous vous souvenez quand il y a eu des crises en Guinée-Bissau et au Mali, eh bien on a choisi le président Alpha Condé comme médiateur de la Guinée-Bissau. Ça veut dire effectivement que notre présence sur l'arène internationale est maintenant effective et de façon positive. Alors en payant nos arriérés de cotisation, en réduisant les effectifs, en payant régulièrement les redevances des charges de nos ambassades, et ils payent aux propriétaires, et là, cela nous a donné une crédibilité. Ensuite, partout où les ambassades étaient en souffrance, nous avons corrigé cette situation, ce qui nous a valu aujourd'hui une bonne assise. Et je vais vous dire que partout où nous passons aujourd'hui, le président Alpha Condé est très écouté. Du ministère des Affaires étrangères, nous avons le ministère de la Coopération ou encore le ministère délégué aux Guinéens de l'étranger. On a l'impression qu'il y a quelque part un conflit de compétences par moment, au moment où on s'attend à ce que le ministre des Affaires étrangères soit là, c'est le ministre de la Coopération qui est là ou vice-versa. Qu'est-ce qui explique cela dans la mesure où par moment où c'est le ministre de la Coopération qui voyage avec le président de la République au moment où vous êtes attendu? Vous savez que les structures sont des structures. Quand nous prenions un service, j'ai trouvé que le ministère des Affaires étrangères était ministère des Affaires étrangères, la coopération internationale, les Guinéens de l'étranger, et tout était en tout cas ici. Mais pour beaucoup de raisons, et là je n'entre pas dans ce détail, je ne les connais pas, c'est le président quand même de la République qui a composé son gouvernement, eh bien, il y a eu cette situation. Donc, je veux simplement dire que le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, un moment, avait absorbé le ministère de la Coopération. On entend bien ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, avec un ministère délégué aux Guinéens de l'étranger. Alors, qui est un ministère, naturellement, qui s'occupe que des Guinéens de l'étranger. Point de vue administratif, on peut facilement séparer, mais du point de vue pratique, c'est très difficile. Le ministère des Affaires étrangères s'occupe beaucoup des négociations diplomatiques. Et lorsqu'il y a les résultats qui doivent tomber, eh bien c'est maintenant le ministère de la Coopération. De telle sorte, nous disparaissons et c'est le ministère de la Coopération qui reçoit par exemple les aides. Quand nous négocions, nous obtenons les aides, au moment de donner ces aides, d'offrir ces aides à la Guinée, eh bien c'est maintenant le ministère de la Coopération qui apparaît. Dans beaucoup de pays, c'est le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Et bien, je pense qu'un jour va arriver, certainement que cette situation sera corrigée. Qu'en est-il de votre collaboration avec le ministère délégué? Ma collaboration avec le ministère délégué, là, relève pratiquement de moi. Et nous avons une collaboration excellente avec Madame le ministre délégué, qui se réfère à moi pour prendre beaucoup de décisions. Et c'est de commun accord que nous gérons. Puisque elle
elle gère une partie du domaine, c'est-à-dire le domaine des étrangers. Il y a des Guinéens qui sont à l'étranger. Alors voilà, mais nous travaillons ensemble et nous avons une coopération excellente. Tout à l'heure, vous reconnaissiez que nous avons un personnel pléthorique à l'étranger. Lorsque je me réfère par exemple comme ça au cas de l'ambassade de Guinée à Paris, où on a près d'une trentaine de personnes à Paris. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour corriger cela? Et combien, par exemple, coûte l'entretien d'une ambassade à l'étranger? Bon, je vous ai dit que le président de la République a pris à bras le corps ce problème de nombre pléthorique. Et nous avons fait le travail. Au jour d'aujourd'hui, c'est théoriquement corrigé. Nous avons évalué le coût de rapatriement. Je vous ai dit, ça fait 1 milliard de nos francs. Nous avons donc décidé de faire par tranche. Au jour d'aujourd'hui, nous avons reçu 8 milliards et nous sommes en train de voir les cas les plus criards où il y a énormément de personnel et où des ambassades sont également des ambassades très importantes. Donc, certainement que d'ici la fin du mois, nous aurons fini avec 7 ou 8 ambassades pour rapatrier le personnel. Vous avez parfaitement raison. Paris, il y a un nombre pléthorique. Washington, pareil. New York, pareil. Donc, nous sommes en train de corriger ce tas de choses. Et soyez rassurés que d'ici la fin de ce mois ou la fin du mois d'octobre, eh bien, nous aurons vraiment corrigé cette situation. Monsieur le ministre, nous revenons sur le cas des passeports diplomatiques aujourd'hui qui circulent de façon vraiment, je ne saurais trouver un qualificatif pour cela. Qui a droit au passeport diplomatique? Comme son nom l'indique, c'est vraiment les diplomates qui ont droit au passeport diplomatique. Les grandes personnalités de l'État ont droit à ce passeport diplomatique. C'est-à-dire les hauts fonctionnaires, les ministres ont droit au passeport diplomatique. Leurs épouses ont droit au passeport diplomatique. Les ambassadeurs ont droit au passeport diplomatique avec leurs épouses. Alors voilà à peu près un exemple de personnel ou de personnes devant avoir le passeport diplomatique. Mais malheureusement, telle n'est pas la situation guinéenne. Il se trouve aujourd'hui que le passeport diplomatique est devenu un jouet et c'est pour pratiquement tout le monde. Pourquoi? Parce que, justement, ce passeport diplomatique est très mal géré. Alors les gens payent ce passeport diplomatique. Il y a eu beaucoup, pendant la transition, beaucoup ont payé des passeports diplomatiques. 2, le gouvernement en a conscience. Le gouvernement connaît parfaitement ce problème. C'est pour cela que nous avons entrepris, il y a un certain temps, l'élaboration des passeports biométriques. Alors, et une meilleure gestion. Parce que les passeports biométriques aussi, s'ils ne sont pas bien gérés, peuvent aussi être exactement comme les passeports diplomatiques que nous observons actuellement. Donc, la gestion et rendre non falsifiables ces passeports. On parle de passeports biométriques. Et là, les avancées sont importantes. Il y a une société qui doit venir et certainement, avec cela, ça va mettre fin à la circulation des faux passeports diplomatiques et même des autres passeports ordinaires qui sont vraiment dans le circuit de façon abondante et de façon même gênante. C'est très très gênant. Guinea is back, je le disais, c'est le slogan du président de la République pour dire que la Guinée est de retour sur la scène internationale. Malheureusement, les cadres guinéens, on n'en trouve pas comme ça dans les institutions internationales. Or, le ministère des Affaires étrangères doit en principe faire la promotion de ces cadres à l'étranger. Qu'est-ce qui explique le fait que les Guinéens sont assez souvent absents des instances internationales? Bon, c'est une très longue histoire. Une très longue histoire. Il faut partir depuis la Première République. Puisque j'ai vécu peu les cas, je peux me permettre d'en parler. Alors, pendant la Première République, le régime ne voulait pas voir les Guinéens sortir. Il y avait de très bons cadres, mais ne voulait pas. De telle sorte, les Guinéens n'étaient pas représentés dans les instances, dans les organismes internationaux. Moi qui vous parle, eh bien, j'ai été victime. Je vais à un séminaire d'été à Clermont-Ferrand. Eh bien, il y avait, je crois, 17 pays africains qui étaient invités là. Eh bien, je suis allé, j'ai participé. Et à la fin, évaluation,
et la Guinée, par ma personne, c'est bien classé. Alors, tout de suite, des bailleurs de ces séminaires-là, de fonds de séminaires, m'ont accordé une bourse pour aller à Atlanta pour faire une formation afin de devenir fonctionnaire international dans la lutte contre l'onchocercose. Je rentre dans mon pays, au lieu de me féliciter, on dit on ne t'a pas envoyé pour chercher une bourse. Donc, depuis ce temps, on ne sait pas les cadres guinéens sortir. Les autres envoyaient leurs cadres. Alors, pour maintenant être recruté également à ce niveau, il y a beaucoup de paliers. Il faut avoir un CV bien étoffé. Bon. Et les autres pays ont pris le devant. Alors, on ne peut pas les renvoyer aujourd'hui parce que nous voulons aller maintenant dans les instances internationales. Donc, voilà pourquoi la Guinée est très mal représentée au niveau des organismes internationaux. Ce n'est pas le manque de cadres, mais c'est que pendant longtemps, on a dormi, on a été égoïste. Il y avait la politique. On disait qu'il ne fallait pas laisser sortir les Guinéens. Alors on était emprisonnés ici. Voilà ce qui explique la rareté des cadres guinéens dans les organismes internationaux par rapport aux autres pays, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Côte d'Ivoire. Bien, et ils ont eu la liberté de sortir. Notre actualité, c'est également l'affaire du Mali. Aujourd'hui, des armes maliennes sont aujourd'hui saisies, disons bloquées à Conakry ici, alors que le Mali traverse une crise sans précédent. Récemment, une délégation de la CEDEAO était dans nos murs. Qu'est-ce qui est sorti de ces entretiens entre cette délégation et le chef de l'État? Il faut faire, hier j'ai demandé au président de la commission de la CEDEAO de faire une mise au point claire, nette pour l'opinion nationale, mais surtout internationale et surtout malienne. On a l'impression que c'est la Guinée qui bloque ces armes qui doivent aller pour sauver le peuple malien. La Guinée n'a nullement bloqué les armes là ici. Le fait que les armes soient retenues est une décision de la CEDEAO, des chefs d'État de la CEDEAO, qui ont décidé de retenir ces armes en Guinée pour voir clair de ce qui se passe au Mali. Pour que ces armes-là ne tombent pas dans les mains des ennemis et qu'elles se retournent contre le peuple malien. Étant donné que le Mali est un État de la CEDEAO a décidé d'assister le Mali en envoyant un contingent de quelques 3000 hommes. Je crois que vous avez appris cela. Alors, s'il y a la présence de la CEDEAO et on envoie les armes, au moins on est sûr que ces armes-là seront utilisées à bonne fin pour libérer le peuple malien et non se retenir contre le peuple malien. Donc, la présence d'une délégation de la CEDEAO, mixte d'ailleurs de la CEDEAO et du Mali, c'est pour leur expliquer que ce n'est pas la Guinée qui bloque, que la Guinée n'est pas contre le peuple malien, bien au contraire. Mais c'est une décision de la CEDEAO jusqu'au moment où toutes les mesures seront prises pour que ces armes-là se retrouvent au Mali dans de bonnes mains. Ils payent naturellement des surestarés, je crois d'une valeur de 475 000 $. Ensuite, ouvrir, on débarque et on ouvre les conteneurs qui sont scellés et on fait l'inventaire de ces armes en présence des délégués maliens, des délégués de la CEDEAO et de la délégation guinéenne. Puisque nous sommes chargés de garder ces armes-là jusqu'au moment où ce sera maintenant possible, sécurisé, de pouvoir les envoyer au Mali. Donc voilà un peu ce qui se passe autour des armes maliennes. Et c'est dommage, ces jours-ci, les gens sont allés faire le sting dans notre ambassade à Bamako pour rien. Parce qu'on leur dit que c'est la Guinée qui bloque. Ce n'est pas la Guinée qui bloque, c'est une décision de la CEDEAO. N'y a-t-il pas de risque à ce que ces armes soient utilisées à d'autres fins ici en Guinée, même lorsqu'on sait que déjà notre armée pose problème, on parle de réforme de l'armée, que ces armes qui vont peut-être passer un petit moment en Guinée, que demain qu'on apprenne que ces armes ne sont plus où elles devaient être, mais plutôt dans d'autres endroits. On soyez tranquille. Après l'inventaire de ces armes, elles seront déposées dans des lieux sécurisés, avec des portes blindées. Et avec une situation nette, une copie de l'inventaire sera avec la CEDEAO, une copie avec le Mali, une copie avec la Guinée. Et le moment de la remise, on fera la confrontation
pour qu'on remette tout. Même une balle ne manquera pas. Il n'y a aucun risque. Monsieur le ministre, dans la nuit du 3 au 4 août dernier, un drame s'est produit dans la région forestière, je veux parler de Zogota, où vous étiez d'ailleurs avec 4 de vos pairs du gouvernement. Que s'est-il passé réellement ce jour, monsieur le ministre, à Zogota? Bon, je ne peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé ce jour-là ou cette nuit à Zogota, parce que je n'étais pas à Zogota. Vendredi 3 août, le président de la République, chef de l'État, a dépêché une délégation ministérielle pour se rendre sur les sites vallées à Zogota. Parce que 2-3 jours avant, il s'est produit une destruction massive de ces installations. Alors, puisque nous sommes liés par des contrats, le chef de l'État a voulu savoir mieux. C'est pour cela qu'il a dépêché cette importante délégation ministérielle. Donc, l'objet, c'était d'aller constater le niveau des destructions et venir lui rendre compte. Donc, nous sommes allés le 3, les 5 sites de Zogota. Nous avons constaté que tout était détruit. Tout était détruit. Et nous sommes revenus à Zérékoré. Naturellement, la délégation comprenait non seulement les ministres, mais les autorités de Zérékoré, c'est-à-dire gouverneur, préfet, commandant de zone, commandant de gendarmerie, etc. Quand nous sommes revenus, et dans la soirée, vers 18h-19h, lorsque nous avons eu des chambres à l'hôtel, Nimba, eh bien, nous avons tiré les leçons, nous avons déploré, effectivement, les destructions. Parce que vraiment, rien n'a été épargné. Alors, nous avons demandé quelles sont les mesures que les autorités locales avaient prises avant qu'on soit là et qu'est-ce qu'elles envisagent. Nous avons fait le point de la situation, des personnes qui étaient arrêtées, des personnes qui restaient à être interpellées. Et nous sommes couchés. Maintenant, la nuit, des forces de sécurité et de défense se sont rendues à Zogota pour continuer leur programme qu'ils avaient déjà arrêté avant qu'on soit là. Alors, ce qui s'est passé là-bas, je ne peux dire que ce que j'ai appris, mais je n'étais pas sur ce terrain. Il semblerait, d'après ces militaires qui sont partis, policiers et gendarmes qui sont partis, qu'ils seraient tombés dans une embuscade, mais auraient réussi à quitter les lieux avec 9 blessés que nous avons vus. Là, les blessés, nous avons vus par des armes, fusils de chasse. Le matin, nous sommes allés donc rendre visite à ces blessés, et de là, nous sommes rendus chez les sages qu'on n'a pas pu les voir la veille parce qu'ils se faisaient tard et sont des personnes âgées. Alors, nous leur avons fait le compte rendu en leur disant que le président nous a dépêchés pour aller constater ce qui s'est passé sur les sites. Et ce matin, les militaires nous ont appris qu'ils sont allés là-bas la nuit, mais il y a eu des blessés dans leur rang. Alors c'est là où nous avons dit, malgré l'ampleur des dégâts, eh bien, fort heureusement, il n'y a pas eu de pertes en vie humaine. Nous ne savions pas que les militaires qui sont partis avaient réagi. C'est au bout de l'entretien qui s'est bien passé avec les sages que ceux-ci vont nous dire, attention, nous avons appris, selon les rumeurs, qu'il y a des morts à Zogota. On dit, ah bon, nous, on n'a pas cette information. Ce que l'on sait, jusque maintenant, c'est que malgré l'ampleur des destructions, il n'y a pas eu de pertes en vie humaine. Cependant, puisqu'il y a des murmures, eh bien, nous allons vous faciliter le déplacement. Vous voulez aller à combien? Ils ont dit 10. Nous avons donc dit au préfet et au gouverneur de trouver 2 véhicules 4x4 pour pouvoir accompagner ces vieux à Zogota afin de faire la lumière de ce qui s'est passé réellement. Alors, c'est de là quand nous sommes repartis à l'hôtel, suggéré à la délégation au chef de mission, moi je n'étais pas chef de mission, j'ai suggéré, il fallait reconvoquer les autorités militaires qui sont venus nous voir le matin pour savoir s'ils ont réagi ou pas en se retirant. C'est en ce moment que nous allons apprendre qu'ils ont réagi. Et nous avons déduit s'ils ont réagi en tirant, ça veut dire que la possibilité de mort est certaine et de blessés. Quand ils ont dit ça, on a dit, ah, les vieux ont raison. Et nous avons bien fait de dire au préfet de mettre des véhicules à leur disposition pour aller voir. Donc, après cet entretien-là,
nous faisions nos bagages pour retourner à Conakry pour dire au chef de l'État que les destructions sont totales et sont importantes, sont lourdes. Comment on appelle, des sites de vallée. Alors, donc vers les bandes de 13 heures, c'est maintenant un des sages du nom de Manmouzé, Rabat, qui m'appelle au téléphone pour dire, c'est confirmé, les images de 5 corps sont arrivées ici. Je dis c'est grave. Alors c'est en ce moment que j'ai dit, vraiment c'est grave. Mais en lui disant, gérons ça avec beaucoup de lucidité, pour mieux comprendre. J'ai dit, je vais en informer la délégation. C'est donc informer les ministres en disant, ah, c'est maintenant confirmé, les images sont arrivées, il y a 5 corps, il y a 5 personnes qui ont été tuées. Alors, mes camarades ont répondu, c'est extrêmement grave. Pourquoi les militaires ne nous ont pas dit le matin, en se retirant, qu'ils ont tiré, pour au moins dire aux vieux, avec des réserves, que jusqu'ici, il n'y a pas eu de mort. Alors, dans l'esprit des gens, beaucoup ont pensé, puis j'étais le porte-parole, que nous avons nié les morts. Non, on n'était pas au courant qu'il y avait des morts. Alors, le chef de l'État, même l'information qu'il détenait jusque-là, était que malgré les destructions importantes, il n'y a pas eu de mort. Effectivement, il n'y a pas eu de mort. Mais c'est la nuit que les gens sont allés et ils ont tiré et il y a eu 5 morts. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez bien la nuance. Il se dit quelque part que vous avez voulu étouffer l'affaire, puisque vous avez été après informé du fait qu'il y a eu des morts. Vous avez voulu étouffer l'affaire en ne voulant pas qu'on montre des images de ces morts. Vous avez voulu étouffer l'affaire, disons, étouffer l'affaire d'un œuf au départ. Merci beaucoup, c'est une question aussi importante. Je suis particulièrement accusé, mais vous allez comprendre pourquoi je suis accusé. Comment on peut étouffer la mort de 5 personnes qui ont été abattues dans un village par les armes? Vous pensez qu'on peut le faire? Vous pensez qu'on peut le faire? Je ne suis pas auteur. Je ne suis pas dans le village. Les militaires ont débarqué nuitamment. Et ils ont traversé beaucoup de villages. Et il y a les témoins. Je n'ai jamais dit d'en tirer vite pour étouffer. C'est idiot. Ensuite, je n'ai jamais dit de ne pas les photographier. Les photos étaient déjà là. Vous voyez, celui même qui l'a dit, c'est Manmouzé Haba, qui a dit maintenant au sage, Docteur Lama m'a téléphoné pour dire d'enterrer au plus vite pour étouffer pour qu'on ne sache pas. C'est idiot. Il avait commencé par dire qu'il y a eu une réunion secrète et que c'est au cours de cette réunion secrète qu'on a envoyé une mission punitive. Que c'est le docteur qui a décidé ça parce que c'est le seul forestier qui est là dans le groupe. Tout à fait. Parlant de seul forestier, vous n'étiez pas le seul ministre, vous étiez au nombre de 5 si j'ai bonne mémoire. Pourquoi est-ce que c'est sur votre personne qu'on s'acharne ici, monsieur le ministre? Excellente question. Je vous en remercie. Je n'étais pas le seul, je n'étais même pas chef de mission, ni chef adjoint de mission. Mon nom a été mis sur cette liste parce que je suis natif des lieux. C'était pour que, dans l'esprit du président, arriver là-bas, comme je connais bien le lieu, pouvoir m'adresser à mes parents afin qu'ils sensibilisent leurs enfants. C'était ça, l'objet de ma présence. Mais l'acharnement, c'est parce que M. Manmouzé Haba, s'il n'avait pas déclaré, je ne l'aurais jamais su, m'en veut. Il a gardé rancœur contre ma personne. Parce que, le 19 août, d'après lui, j'ai refusé d'envoyer son enfant à l'étranger. Premier chef d'accusation. Alors, du nom de Michel Haba. C'est l'ambassadeur de Guinée à Paris qui m'a téléphoné un jour pour dire qu'il cherchait une bourse pour ce jeune. Alors, j'ai dit, c'est un neveu à moi, compte tenu de mes relations avec Manmouzé. Il dit, bon, le moment venu, eh bien, il va encore me recontacter. J'ai dit, mets ça à mon compte. Il dit que c'est moi qui ai refusé d'envoyer son fils. Deuxième chose, quand j'ai été nommé ministre, j'ai pensé que c'est la blague. Le même Manmouzé Haba, qui avait de bonnes relations avec moi,
Mais je trouve que c'est une relation hypocrite et intéressée. Mademoiselle Abba me dit de lui payer un moyen de déplacement, mais pas une moto. Il faut que ce soit vraiment un véhicule, une voiture ou 4x4 et qu'on sort. Je dis, bon, c'est compris. Je pense qu'il blague. Alors, mademoiselle a négativement comptabilisé tout ça. Donc, le 19 août, quand j'ai envoyé des sages auprès des sages des Zérékouré pour leur expliquer les nuances de ce que je venais de vous dire, pour dire attention, on n'a pas voulu cacher, Dr Lama n'a pas voulu cacher en disant qu'il n'y a pas eu de mort, mais au moment où on fait le compte rendu, c'était une période antérieure à ce qui s'est passé la nuit. Mais puisque vous êtes, mais papa, si vous fâchez, je suis obligé de vous demander pardon. Mais ce que mademoiselle a dit, tout est faux. Je ne l'ai pas appelé pour lui de ne pas enterrer, et d'enterrer vite. Je ne l'ai pas appelé pour lui de ne pas photographier. Je n'ai jamais envoyé des missions punitives à Zokota, j'ai dit tout est faux. Alors les vieux ont compris, c'est en ce moment que mademoiselle va dire oui, mais docteur Lama, moi, je lui en veux parce qu'il a refusé d'envoyer mon fils et il ne m'a pas payé de voiture. Voilà exactement pourquoi il y a l'acharnement contre moi. Et pourquoi, malheureusement, mademoiselle va réussir dans la charrette de l'événement à glisser cela dans le mémo des vieux. Et puisque c'est signé par un sage, eh bien c'est devenu crédible. Voilà ce qui justifie l'acharnement contre moi. Monsieur le ministre, nous sommes pratiquement au terme de cette interview, mais nous ne serons terminés sans revenir sur votre prochain voyage aux Nations Unies, où vous vous adresserez à la tribune des Nations Unies. Dès heures déjà, on aimerait savoir le message que vous livrer une fois à la tribune des Nations Unies. D'accord, avant, je vais juste vous dire, il faudrait que, comme le Conseil des sages des Zérékouré s'est rendu compte que l'un des leurs les a mis dans une grave erreur, cherche à réparer. Les sages sont en train de chercher à réparer. Ça, c'est important. Maintenant, par rapport à mon voyage aux Nations Unies, alors le thème, c'est le règlement pacifique des conflits. Donc, nous, étant donné que nous sommes épris de paix et de justice, alors nous souscrivons entièrement à ce thème-là. Le message que nous allons livrer ira dans le sens, effectivement, de ne pas faire usage de la force, mais beaucoup plus de négocier. Et il ne faut pas que les pays les plus puissants militairement fassent usage de la force pour régler les problèmes entre les États, par la négociation, par la diplomatie. En ce moment, tous les États seront à égalité. Alors c'est ce message-là que nous allons livrer dans le sens vraiment de la paix, de la justice et de la négociation, par la diplomatie pour régler les problèmes et non par la force. Monsieur le ministre, nous sommes déjà au terme de cette interview. Pour terminer, vous allez fixer l'objectif de cette caméra, adresser en 15 secondes un message de votre choix à toutes ces personnes qui vous suivent ou qui vous écoutent aujourd'hui. Et merci. Un message très simple. Et ceci, je commencerai par présenter mes condoléances les plus attristées à la famille, aux familles éplorées. Et je m'incline pieusement devant les tombes des disparus. Je voudrais également que la communauté nationale comme internationale, tous ceux qui ont appris, parce que ça a été discuté, beaucoup de gens ont pensé que effectivement, Dr Lama était quelque chose dans cette affaire. Je voudrais leur dire que c'est un acharnement pur et simple contre ma personne, par quelqu'un, M. Manmouzi Haba, je dis bien son nom, qui est un coutumier de fait, et bien qui m'en veut pour ne lui a pas rendu des services, dit-il. Alors, sinon, moi, j'ai gardé pendant 8 ans des corps ici, 3 corps, pendant 8 ans. Chaque fois qu'on voulait, l'État voulait les enterrer dans une tombe commune, j'étais directeur adjoint de l'hôpital, eh bien, je parvenais à souplement glisser et
refusé parce que je ne voulais pas qu'on jette des corps. Alors j'ai pu les conserver pendant 8 ans et ces corps-là ont connu une remise officielle. Ce jour-là, c'était vraiment une remise officielle et l'État guinéen était entièrement présent et les parents des Guinées forestières ont pu recevoir leurs corps. Je ne suis pas donc l'homme qui va dire aux gens enterrer rapidement pour qu'on ne se rende pas compte de ce qui s'est passé. C'est complètement faux. Et ma conscience en tant que médecin assermenté et l'un des principaux artisans des coordinations de Guinée forestière, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, je ne peux pas me permettre une telle grossièreté, ce serait une insulte à la conscience humaine. Ça n'engage que M. Manmouzé, qui a trompé la vigilance des sages des Érékoré pour satisfaire ses intérêts mesquins individuels. Et que les coordinations, la coordination des sages veuille bien penser pour pouvoir trouver une solution à cela, afin que les gens comprennent que je n'en suis absolument pour rien. Merci à vous pour cette précision. C'est ici que prend fin cette interview. Nous étions avec Dr Edouard Nyakoy-Lama. Il est le chef de la diplomatie guinéenne. Il est médecin de profession. Il a également été président de la coordination de la Guinée forestière. Et c'est avec lui que nous parlions de plusieurs sujets aujourd'hui, notamment l'affaire de Zogouta, affaire dans laquelle son image a été quelque part écornée. Donc il était là, il a apporté des précisions sur ce sujet. Merci à vous et à très bientôt sur Guinée News.